Vincenzo Vic Cotroni était un chef de la famille Cotroni. Vic Cotroni est né en 1911 à Mamola en Calabre, Italie. Sa famille a quitté l'Italie pour les États-Unis avant de s'installer au Canada. En 1924, il a immigré à Montréal, au Québec, avec ses deux sœurs Margarita et Palmina, ainsi que son frère Giuseppe. Deux autres frères, Frank et Michele, sont nés par la suite à Montréal. Vic Cotroni a obtenu la citoyenneté canadienne en 1929. Cotroni a grandi dans un quartier pauvre. Ce quartier, marqué par une forte criminalité, était évité par les immigrants italiens plus aisés. Son père Nicodemo était charpentier, gagnait en moyenne 35 $ par semaine. En 1924, Montréal était devenu un centre clé du commerce de contrebande d'alcool, jouant un rôle essentiel dans le réseau de trafic reliant Montréal à New York et à d'autres grandes villes du nord-est des États-Unis. Le Québec, seule province canadienne à ne pas interdire l'alcool, était alors le seul endroit au nord de Rio Grande où il était légal de consommer de l'alcool. La famille Cotroni avait déménagé à Montréal pour participer à ce commerce illégal et fut arrêtée à plusieurs reprises pour contrebande durant la période de la Prohibition. Plutôt que de fréquenter l'école, Vic Cotroni a brièvement travaillé comme charpentier avant de devenir catcheur professionnel sous le pseudonyme de Vic Vincent. Dès l'âge de 20 ans, il avait accumulé un casier judiciaire chargé, incluant des infractions mineures telles que le vol, la possession de fausses monnaies, ainsi que des accusations de voies de fait. Il participait également à des activités de contrebande d'alcool aux côtés du local Armand Courville. Pendant l'entre-deux-guerres, Montréal était tristement célèbre comme l'une des villes les plus corrompues au monde, un centre mondial du trafic de drogue et de prostitution. Dans les années 30, des rapports de police français classaient Montréal comme la 3e ville la plus dépravée au monde, après Port-Saïd et Marseille. En 1936, le maire de Montréal, Adhémar Reynaud, estimait que l'industrie du vice générait 200 millions de dollars par an, faisant de cette activité l'une des plus lucratives de la ville. C'est dans ce contexte que Vic Cotroni s'est épanoui en tant que gangster. Jeune homme, il travaillait comme garde et videur dans divers établissements de jeux et bars, se lançant dans le crime organisé à la fin des années 20. Armand Courville, qui fut son mentor, lui a également appris le catch professionnel. En 1938, Cotroni a pris sa retraite du catch, mais il a continué à utiliser le pseudonyme Vic Vincent comme alias, jusqu'aux années 60. Il était également l'oncle par alliance de Dino Bravo, un catcheur professionnel qui aurait été impliqué dans son organisation. Dans les années 30, Cotroni a participé aux élections à coups de batte de baseball, où il travaillait pour le Parti libéral du Québec et l'Union nationale. Son rôle consistait à intimider les partisans des partis rivaux et à truquer les urnes. En conséquence, la famille Cotroni a bénéficié de la protection des politiciens québécois pendant des décennies, tandis que Cotroni et Courville gagnaient des réputations durables dans le monde du crime. Au fil des années, Cotroni a prospéré et ses goûts sont devenus de plus en plus raffinés, notamment en matière de vêtements. En vieillissant, il a adopté un comportement plus discret et introspectif, cherchant à éviter les projecteurs, tout en entretenant son image de vendeur de pepperoni analphabète. Cependant, il restait un personnage redouté, connu pour sa capacité à recourir à une violence extrême. Son surnom officieux de parrain de Montréal lui garantissait le respect qu'il exigeait. En 1941, Cotroni et Courville ont acheté un bar et un cabaret, au Faisan Doré et le Café Royal. Au Faisan Doré est rapidement devenu l'un des établissements les plus populaires de Montréal des années 40 aux années 60. Le cabaret accueillait des artistes européens célèbres, comme Charles Aznavour, Tino Rossi et Luis Mariano, ainsi que des talents québécois émergents. Bien que Courville et Cotroni aient eu des réputations de voyous, leur propriété d'Au Faisan Doré et leur soutien à la chanson française leur ont conféré une image de promoteur culturel. Cotroni a également loué un bureau adjacent à Au Faisan Doré à Harry Chips, un gangster qui exploitait un centre de paris ouvert 24 heures sur 24. Le bureau était équipé de téléscripteurs rapportant les résultats des événements sportifs et des courses hippiques, tandis que les bookmakers prenaient des paris téléphoniques. En 1953, Carmine Galante, figure influente de la famille Bonanno de New York, s'installe à Montréal et commence à collaborer avec Vic Cotroni. Galante a un objectif ambitieux, faire de Montréal un point central de l'importation d'héroïne dans le cadre du réseau de la French Connection. Ce système complexe implique le transport d'opium depuis le Croissant d'Or, Afghanistan, Pakistan, Iran, jusqu'à Marseille, où il est transformé en héroïne avant d'être introduit en Amérique du Nord. Montréal devient ainsi une des principales portes d'entrée pour cette drogue, destinée aux États-Unis. Grâce à son partenariat avec Galante, Cotroni gagne en importance dans le milieu criminel. Galante, qui récolte également jusqu'à 50 millions de dollars par an via les profits des jeux d'argent à Montréal,
établit officiellement une section de la famille Bonanno dans la ville, connue sous le nom de Dessina. Cotroni est nommé lieutenant principal, renforçant son pouvoir local, tout en créant des liens étroits avec New York. Cette alliance élève Cotroni au sommet, mais pas sans violence. Lorsque Solomon Solly Schnaps, propriétaire d'un nightclub, refuse de laisser des prostituées affiliées à Galante travailler dans son établissement, Cotroni et ses hommes détruisent le club à coups de masse et de battes, causant $30 000 de dégâts. Le cabaret de Cotroni, au Faisan Doré, joue un rôle clé dans ces opérations, servant de base à des criminels notoires. Ce lieu stratégique, tout en contribuant au glamour de la scène montréalaise, cache une sombre réalité. Montréal est désormais un pilier du réseau international de drogue. En 1954, Vic tente d'empêcher l'élection de Jean Drapeau comme maire de Montréal. Réformiste engagé contre la corruption, Drapeau représente une menace pour les affaires de Cotroni. Pour contrer sa candidature, Cotroni et ses hommes ont recours à des tactiques violentes comme le bourrage des urnes avec de faux bulletins de vote. Malgré ses efforts, Drapeau remporte l'élection. L'une des premières mesures du nouveau maire est la nomination de Pacific Roy Pax Plante, un policier incorruptible comme chef de la police de Montréal. Plante se concentre rapidement sur l'expulsion de Carmine Galante, l'associé de Cotroni et membre de la famille Bonanno à New York. En avril 1956, en raison des tactiques d'extorsion brutale de Galante, le gouvernement canadien le déporte aux États-Unis. Bonanno remplace alors Galante par Salvatore Little Sal Giglio, en tant qu'agent principal à Montréal. Mais les problèmes de corruption ne s'arrêtent pas. Lors des élections municipales de 1957, Cotroni s'allie au gouvernement de l'Union nationale dirigé par Maurice Duplessis pour empêcher Drapeau d'être réélu. La campagne électorale prend un tournant violent. Drapeau échappe à une tentative de meurtre lorsqu'une voiture conduite par des hommes de Cotroni essaie de l'écraser. Son quartier général de campagne est vandalisé et Reuben Levesque, président de la Civic Action League, est battu publiquement par les hommes de main de Cotroni. Malgré ces intimidations, les élections nécessitent encore 20 000 faux bulletins pour assurer la victoire de Sarto Fournier, un candidat pro-corruption et ancien député libéral. Une fois en poste, Fournier limoge Pax Plante, considéré comme un obstacle, et le remplace par un chef de police plus conciliant. Craignant pour sa vie, Plante fuit Montréal pour se réfugier dans un village reculé au Mexique. Entre-temps, Giglio est également déporté, après avoir été pris avec 240 cigares cubains non déclarés à la douane. Bonanno décide alors de donner à Cotroni un rôle encore plus important, en le nommant son agent principal à Montréal. Cette période marque une nouvelle intensification de la corruption et du contrôle mafieux sur Montréal, avec Cotroni au centre des opérations. Sous Cotroni, l'ampleur des activités criminelles était impressionnante. Les jeunes recrues passaient par un apprentissage de 5 ans avant de devenir membres à part entière. L'une des principales opérations de blanchiment d'argent de la famille a conduit 83 millions de dollars à travers un seul compte bancaire, tandis que les raquettes de jeux illégales généraient environ 50 millions de dollars annuels pour les patrons américains. Marvin Elkind, ancien chauffeur de Jimmy Hoffa, a également servi comme chauffeur de Cotroni dans les années 50. Cette connexion était une source de grande fierté pour Cotroni, témoignant de son importance. Marvin raconte avoir conduit Cotroni à des réunions avec des gangsters, des politiciens, des policiers, des journalistes et même des agents des douanes. Parmi ses contacts les plus influents figurait Hilaire Beauregard, le directeur de la Sûreté du Québec, qu'il rencontrait régulièrement. Cotroni avait également un sens de l'humour noir, surnommant William Ombront le boucher, en raison de sa boucherie, mais aussi des décès causés par la viande avariée qu'il y vendait. En avançant en âge, Cotroni délégua les tâches les plus violentes à son jeune frère Frank de 20 ans son cadet, connu pour sa propension à utiliser la force. Cependant, d'autres membres de la famille n'eurent pas autant de succès. En 1959, Giuseppe Pep Cotroni, un autre frère, fut condamné pour trafic d'héroïne. En 1960, il sera également condamné pour son rôle dans le plus grand braquage de banque au Canada, ajusté pour l'inflation, le vol de 9 millions de dollars de la Brooksville Trust and Saving Bank en 1958. Dans les années 60, Vic Cotroni affichait un style de vie luxueux. Il possédait une limousine, un duplex à Rosemont et une résidence flambant neuve à Lavaltrie, construite en 1959. Cette maison était un symbole de son pouvoir et de son influence. Sol en marbre, 6 salles de bain, une salle de conférence avec une table en noyer sculptée à la main, des chaises ornées des noms et blasons des régions italiennes et des fenêtres panoramiques offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Chaque chambre d'invité disposait de placards spacieux,
de salles de bain attenantes en marbre blanc et d'une vue sur le fleuve. Cotregny était également connu pour ses donations généreuses aux églises et associations caritatives de Montréal. Mais derrière cette opulence, Cotregny faisait face à des défis de taille. En 1964, son patron Joseph Bonanno entra en conflit avec la Commission, l'organe de gouvernance de la mafia américaine. Bonanno, l'un des membres fondateurs de la Commission, était accusé d'avoir comploté les assassinats de Carlo Gambino, Stefano Magaddino et Tommy Lucchese. Lorsque la Commission exigea qu'il s'explique, Bonanno choisit de fuir à Montréal. L'arrivée de Bonanno plaça Cotregny dans une situation délicate. Il était déchiré entre sa loyauté envers son patron et son désir de rester en bons termes avec la Commission. Cette dernière, prête à pardonner Bonanno, envoya à plusieurs reprises Sam the Plumber de Cavalcanti à Montréal pour le convaincre de retourner à New York. Mais Bonanno refusa catégoriquement, déclarant qu'il ne reconnaissait plus l'autorité de la Commission. De Cavalcanti décrivit la situation comme une bombe à retardement, une possible troisième guerre mondiale mafieuse. Cette impasse accentua les tensions. Stefano Magaddino, voyant la présence de Bonanno à Montréal comme une menace pour son territoire en Ontario, lança des avertissements clairs à Cotregny. S'il continuait à soutenir Bonanno, il risquait sa vie. L'été 64 fut une période de soulagement pour Vic, lorsque Joseph Bonanno, son patron en conflit avec la Commission, fut finalement expulsé du Canada. Cette décision permit à Cotregny de se distancier des turbulences causées par la rébellion de Bonanno contre l'ordre mafieux établi. Cependant, les tensions persistaient. Une écoute téléphonique, effectuée par la police le 23 décembre 1964 dans le bureau de Sam the Plumber de Cavalcanti à Kenilworth, New Jersey, révéla des discussions cruciales. Joe Notaro, un membre de la famille Bonanno, expliquait à De Cavalcanti que Cotregny souhaitait que son organisation soit laissée en paix. Notaro déclara « Transmettez à Vic que, dès ce soir, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent ». Malgré cela, la loyauté de Cotregny envers Bonanno continua de susciter des débats au sein de la mafia. Notaro mentionna qu'environ 25 membres restaient fidèles à Bonanno, incluant 5 Caporigina, parmi lesquels Vic de Montréal. Les affaires de Cotregny prirent une autre tournure en novembre 66, lorsqu'une délégation de leaders mafieux new-yorkais, menée par Salvatore Bonanno, le fils de Joseph, arriva à Montréal. Cette réunion visait à discuter des opportunités liées à l'Expo 67. Cependant, la police de Montréal intercepta la voiture de Bonanno, trouvant 3 armes chargées. Cet incident conduisit à l'expulsion de la délégation vers les États-Unis pour possession illégale d'armes à feu. L'intervention de Salvatore Bonanno, bien que brève, provoqua la colère de Stefano Magaddino, un puissant patron de Buffalo, qui suspectait Cotregny de comploter avec la famille Bonanno. Magaddino, furieux, envisagea d'éliminer Cotregny. Ce dernier, conscient du danger, envoya un message affirmant qu'il n'avait pas orchestré cette rencontre. Il refusa également une invitation de Magaddino à se rendre à Buffalo, redoutant un piège. Dans un geste salvateur, Giacomo Lupino, un patron influent de Hamilton et l'un des rares hommes que Magaddino respectait, intervient. Lupino négocia un accord. Son gendre, Paolo Violi, installé à Montréal depuis 1963, devient sous-chef de la famille Cotregny. En échange, Magaddino renonça à son projet de tuer Cotregny, qui conserva son poste d'agent de la famille Bonanno. La relation entre Paolo Violi et les familles mafieuses de New York et de Buffalo révéla les ambitions complexes et les rivalités au sommet du crime organisé. Stefano Magaddino, chef de la mafia de Buffalo, voyait en Violi une opportunité stratégique, une tête de pont pour affaiblir ses rivaux de la famille Bonanno et s'approprier le territoire québécois. Cependant, Violi ne partageait pas les ambitions de Magaddino. En 1967, une conversation téléphonique interceptée par la police montra son mépris pour les familles Bonanno et Magaddino. S'adressant à Jimmy Lupino, fils de Giacomo Lupino, Violi déclara que la famille Cotregny devait proclamer son indépendance et se constituer comme une famille du crime autonome, rompant ainsi avec la tutelle des puissances américaines. Dans les années 60 et 70, Cotregny s'appuya sur William Hobby O'Brandt, un associé de confiance, pour superviser un vaste réseau de paris dans la région d'Ottawa-Hull. Ce réseau générait environ 50 000 $ de paris par jour, dont 25% allaient à Violi. O'Brandt jouait également le rôle de banquier et conseiller financier en blanchissant l'argent des activités criminelles de la famille. Lors de l'Expo 67, grâce aux manigances d'Obrandt, les Cotregny obtiennent des contrats lucratifs pour fournir de la viande et des distributeurs automatiques sur le site de l'exposition. Cependant, la qualité de la viande laissait à désirer, beaucoup de produits étant avariés.
Dans les mois précédant la crise d'octobre, la famille Cotregny a été impliquée dans les arcanes politiques du Québec, en particulier avec le soutien de Frank Dasty à la candidature de Pierre Laporte pour diriger le Parti libéral du Québec. En 1969, Dasty, membre influent de la famille, s'investit dans la campagne de Laporte, un soutien qui fut poursuivi en 1970, avec des discussions sur l'ambition de Laporte de devenir procureur général du Québec. Ces intrigues se sont intensifiées à mesure que l'implication des Cotregny dans les affaires politiques devenait plus manifeste. Au même moment, Cotregny participa à un sommet criminel à Acapulco en août 70, où des figures importantes du crime organisé, incluant des membres de la mafia canadienne, américaine et française, se réunirent pour discuter de la légalisation des casinos au Québec. L'objectif était de prendre le contrôle de ces casinos pour les transformer en façades de blanchiment d'argent. Ce sommet crucial était présidé par Meyer Lansky, une légende du crime, au nom de la commission. Cependant, la situation prit une tournure dramatique avec le début de la crise d'octobre. Le 5 octobre 1970, James Cross, le commissaire commercial britannique à Montréal, fut enlevé par le Front de libération du Québec, marquant le début de la crise. 3 jours plus tard, le manifeste du FLQ, diffusé à la radio et à la télévision où les auteurs de cet acte s'attaquaient à des figures comme les Simard et les Cotregny, les qualifiant d'arrangeurs d'élections, responsables des maux de la classe ouvrière franco-canadienne. Ce manifeste a particulièrement visé Cotregny, l'associant à un système politique corrompu et dénonçant son soutien au Parti libéral du Québec. En réaction à cette accusation, Cotregny, dont le nom était désormais lié à la violence et à la manipulation politique, fut furieux que sa famille soit ainsi exposée dans un contexte aussi négatif, attirant une attention nationale qui ternissait son image. Le 10 octobre 1970, Pierre Laporte, ministre du Travail du Québec, fut kidnappé par le Front de libération du Québec. L'attaque visait à attirer l'attention sur les liens entre Laporte, la famille Cotregny et le Parti libéral du Québec. La famille Cotregny, par l'intermédiaire de 2 de ses caporégimes, Frank Dasty et Nicolo Di Iorio, intervient pour offrir son aide. Ils approchèrent René Gagnon, l'assistant de Laporte, et lui proposèrent de les aider à localiser Laporte et à le sauver. Gagnon accepta cette offre, croyant que la famille Cotregny pourrait retrouver l'endroit où Laporte était retenu captif. Le 17 octobre, Laporte fut retrouvé mort. Cet événement marqua un tournant dans la politique du Québec. La perception que le gouvernement Bourassa était trop complaisant envers le crime organisé incita ce dernier à faire volte-face sur son projet de légalisation des casinos, un plan qui fut abandonné. En 1963, Maclean's Magazine désigna Vito comme étant le parrain de Montréal, une accusation qui ne tarda pas à l'irriter profondément. Il poursuivit le magazine pour diffamation. Le procès débuta en 1972 et l'avocat se fit remarquer par son style dramatique devant le tribunal. Il affirma que le magazine cherchait à punir Cotregny simplement parce qu'il était un immigrant illettré et propriétaire de cabaret. Lors du procès en 1972, l'avocat de Maclean's, Edgy Campbell, passa à l'offensive en mettant en lumière les liens de Cotregny avec Joseph Bonanno, l'un des plus célèbres gangsters de New York et membre fondateur de la commission. Campbell s'appuya sur les témoignages de Ralph Salerno, ancien chef de l'unité de renseignement de la police de New York, qui expliqua qu'en 1963, Cotregny était activement impliqué dans le crime organisé en lien direct avec le groupe de Bonanno à New York. Selon Salerno, la réputation de Cotregny dans le milieu n'avait pas changé depuis 1963, tandis que celle de Bonanno avait considérablement décliné. Lors de son contre-interrogatoire, Cotregny montra des signes de nervosité et devint évasif lorsqu'on l'interrogea sur ses appels fréquents à Bonanno. Il affirma ne pas se souvenir des conversations, mais insista sur le fait que celles-ci étaient anodines. Mais l'avocat Campbell continua à presser, l'accusant d'avoir extorqué de l'argent à la compagnie Ice Trucking de Montréal. Cotregny répondit qu'il n'avait jamais entendu parler de cette entreprise, mais cela se retourna contre lui. Campbell produisit des factures d'Ice Trucking, montrant que Cotregny avait reçu des paiements substantiels entre 1960 et 1962 pour un travail vague de représentant commercial. Cotregny tenta de se justifier en prétendant avoir oublié ces paiements. Le PDG de Ice Trucking, Sam Meslin, témoigna que Cotregny était un représentant des affaires italiennes, ce qui amena Campbell à questionner de manière sarcastique l'expertise de Cotregny en tant que vendeur de pepperoni dans le domaine du transport. Meslin confirma que Cotregny n'avait aucune connaissance du secteur du transport et qu'il l'avait engagé uniquement parce qu'il connaissait les gens.
Lors du procès, Campbell évoqua un autre incident embarrassant impliquant Cotroni. Une tentative de corruption d'un policier de Montréal. Cotroni avait proposé un pot de vin de 50 000 $ en liquide à un agent de police pour éviter qu'il ne révèle qu'il se trouvait chez sa maîtresse, en compagnie de son frère Frank et de l'Américain Joseph Assaro, un gangster recherché par la justice des États-Unis pour divers crimes. L'officier témoigna au procès que Cotroni lui avait dit « L'argent, ce n'est pas la question. Fixe ton prix et tu seras payé. Ma femme est à l'hôpital, elle est très malade. Si elle apprend que j'ai été chez ma maîtresse, elle pourrait mourir. Les journaux en parleront et ce sera un scandale. » Ce témoignage ajouta une nouvelle dimension au caractère de Cotroni, mettant en lumière son désespoir face à la situation et sa volonté de tout faire pour éviter un scandale public. Lors du procès, Campbell évoqua un autre incident compromettant, la rencontre de Cotroni avec Meyer Lansky à Acapulco en 70. Cotroni prétendit ne pas connaître Lansky, affirmant qu'il n'en avait jamais entendu parler. Cependant, Campbell présenta des photographies montrant Cotroni aux côtés de Lansky lors de ce sommet. Bien que Campbell n'ait pas pu fournir de preuves suffisamment solides pour convaincre le juge que Cotroni était un gangster, il réussit à démontrer que Cotroni n'était en aucun cas l'homme innocent dépeint par son avocat. Le juge conclut que la réputation de Cotroni était ternie et ne lui accorda qu'une somme dérisoire de 2 $, $1 pour la version anglaise et un autre pour la version française de l'article. Cotroni avait promis de verser l'argent qu'il aurait gagné dans cette affaire à des œuvres de charité. Dans les années 70, Cotroni transféra la supervision des affaires quotidiennes de la famille à Paolo Violi, en compagnie de Nicolas Di Iorio, Frank Cotroni et Luigi Greco. Le rôle de Cotroni devient davantage celui de conseiller pour le plus jeune, tandis que Greco dirigeait la faction sicilienne de la famille jusqu'à sa mort en 72. Les rapports des médias commencèrent à décrire la famille Cotroni sous le nom de famille Cotroni-Violi, ce qui reflétait le nouvel équilibre des pouvoirs au sein de l'organisation. Cependant, une lutte de pouvoir entre les factions calabraises et siciliennes éclata en 73, se transformant rapidement en une guerre de gangs. Violi se plaignait de l'indépendance de ses sous-fifres siciliens, notamment de Niccolo Risuto, qui opérait de manière discrète, sans prévenir personne de ses activités. Violi réclama davantage de soldats de la part de ses patrons de la famille Bonanno, se préparant manifestement à une guerre ouverte. Cotroni, inquiet de la tournure des événements, commenta que, en tant que capodecina, il avait le droit d'expulser. Face à la menace d'une guerre de gang à Montréal, 2 soldats de la famille Bonanno, Nicky Alfano et Niccolo Butofuoco, arrivèrent en tant que médiateurs. Cependant, leur mission échoua et les écoutes téléphoniques révélèrent que Cotroni et Violi discutaient fréquemment de se débarrasser de Risuto. Malgré la frustration de Cotroni et Violi, leurs patrons de la famille Bonanno rejetèrent leur demande de tuer Risuto. En 1974, Cotroni fut convoqué par la commission d'enquête sur le crime organisé du gouvernement du Québec. Il fut incarcéré pendant 1 an pour outrage au tribunal, l'enquête concluant que son témoignage était volontairement incompréhensible et flou. Cotroni répétait des phrases comme « Je n'ai aucune autorité » et « Il n'y a pas eu de réunion, ces gens sont juste des amis ». Lorsque l'avocat de la commission Guy Dupré suggéra que Cotroni feignait l'ignorance, Cotroni réagit vivement en déclarant « Est-ce que j'ai l'air bête ?» Bien que son avocat réussisse à faire annuler la condamnation, Cotroni passa plusieurs mois en prison avant cela. Plus tard, en 1974, Cotroni et Violi furent écoutés par la police en train de menacer de tuer le gangster de Hamilton, Johnny Papalia, après que ce dernier ait utilisé leur nom dans un complot d'extorsion de 300 000 $, sans les en informer ni les inclure dans l'affaire. Lors d'une conversation encalabrée avant l'arrivée de Papalia à Montréal, Violi exprimait sa rage envers Papalia pour avoir impliqué le nom de la famille Cotroni, tandis que Cotroni semblait plus détendu à ce sujet. Le 30 avril 1974, Cotroni et Violi rencontrèrent Papalia au Reggio Bar, détenu par Violi. Lorsque Papalia nia avoir pris de l'argent du courtier en valeurs mobilières de Toronto Stanley Bader, tout en utilisant le nom de la famille Cotroni, Cotroni, d'un ton calme, lui lança « Espérons que non, sinon on va te tuer ». Papalia, habituellement arrogant, répondit d'une manière inhabituelle, marquée par l'humilité. « Je sais que vous allez me tuer, Vic. Je crois que vous allez me tuer. » Le 13 mai 1974, lors d'une autre rencontre à l'usine Reggio Foods, Cotroni et Violi exprimèrent leur mécontentement face à Papalia, qui n'avait pas payé l'argent promis. Avant le début de son procès pour extorsion en 1976 dans l'affaire Bader,
Cotregny demanda l'abandon des charges, invoquant des problèmes de santé. Malgré ses revendications, le tribunal rejeta sa demande et Cotregny fut jugé apte à comparaître. Pendant le procès, un incident se produisit où Johnny Papalia provoqua Mario Latraversé, chef de l'unité anti-gang de la police de Montréal, à 2 reprises dans les toilettes du tribunal. Dans les 2 cas, un membre de la famille Cotregny, Tino Badelli, intervient pour arrêter la confrontation, ou bien Papalia se rétracta lorsque Latraversé ne se laissa pas intimider. Lorsque Cotregny apprit les provocations de Papalia, il s'approcha de Latraversé pour lui dire qu'il savait que Papalia ne l'avait pas traité avec respect, mais que lui-même, Cotregny, savait que Latraversé était un gentleman. Après cet échange, les incidents cessèrent, mettant en évidence l'influence de Cotregny, même dans des situations où il n'était pas directement impliqué. En 1975, Cotregny, Violi et Papalia furent condamnés pour extorsion et purger une peine de 6 ans. Justice Peter Wright, dans son jugement, qualifia l'épreuve de l'accusation de sinistre et épouvantable, soulignant que les 3 accusés étaient des criminels endurcis, vivant de la peur, de la terreur et des vices des autres, et utilisant la menace et l'extorsion dans un environnement où le meurtre et la violence étaient des outils au service de la cupidité et du pouvoir. Après appel, les peines de Cotregny et Violi furent réduites à 6 mois, mais celle de Papalia ne fut pas modifiée. En 1978, Vito Rizzuto, au nom de son père, se rendit à New York pour obtenir l'approbation de la commission afin d'assassiner Violi, une demande qui fut acceptée. Cependant, la commission n'autorisa pas l'exécution de Cotregny. Le 22 janvier 1978, Violi fut tué sur ordre de Rizzuto, alors que ce dernier se trouvait au Venezuela. Cotregny, bien qu'il assistât aux funérailles de Violi, évita de parler à la veuve et aux enfants du défunt. Edwards rapporta que Cotregny donna son approbation tacite à l'assassinat de Violi, conscient qu'un refus aurait pu l'inscrire lui-même sur la liste des victimes à éliminer. Cette année-là marqua un tournant. Les frères de Violi furent également assassinés. Et dans les années 80, la famille Rizzuto devient la plus puissante de Montréal après la guerre des territoires. Après les années 80, la faction calabraise de la famille continuait de fonctionner sous la direction de Frank Cotregny, qui avait été emprisonné de 75 à 79 et servait de parrain par intérim pour son frère malade. Vic Cotregny mourut du cancer à l'âge de 73 ans, le 16 septembre 84. Suite à sa mort, Frank prit la relève en tant que chef de la famille. La procession funéraire comptait environ 45 véhicules, dont 23 étaient chargés de couronnes et de tributs fleuraux. Un orchestre de 17 musiciens accompagnait le cortège, qui était suivi par environ 300 personnes, dont des membres de la famille et des associés de Cotregny.